cómo desde lo local se contribuye al logro de estos objetivos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Antonio. No, tranquilo, tranquilo. No, tranquilo, tranquilo. Bueno, vamos a seguir entonces ahora invitando a nuestro querido amigo Bachir, que nos va... Bachir no, o papá. No, sí, Bachir, Bachir. ¿Sí? Ah, tomando cafecito. Sí. Adelante, adelante, adelante. ¿Cómo estás? Bienvenido, Bachir. Bueno. Alors, merci. Malheureusement, le micro est venu très tôt. J'étais en train de déguster le bon thé. Désolé, je vais parler en français. Espagnol, mon prochain voyage, ce sera pour apprendre l'espagnol. Et je vais communiquer en espagnol aussi. Donc, désolé, pour ceux qui le souhaitent, ils peuvent prendre les casques pour la traduction. Ma communication, c'est sur la participation citoyenne en tant que force articulant la société pour le développement durable. Je suis Bachir Kanouté, il l'a dit, et je dirige l'Observatoire, je coordonne les activités de l'Observatoire pour la démocratie participative pour la région Afrique. Et donc, notre action porte sur 17 pays, ça fait environ 900 villes à travers l'Afrique. Je ne vais pas me focaliser sur une expérience d'une ville, puisque je sais que mon collègue Baba, mon compatriote Baba Ndiaye interviendra. Et je vais tirer les enseignements qu'on a vus dans l'expérimentation et de la mise en œuvre des budgets participatifs dans les 17 pays. Et mon collègue pourra insister sur, étape par étape, si on veut faire le budget participatif, comment on peut y parvenir. N'est-ce pas, Baba? Et je me réjouis aussi qu'en dehors du Sénégal, le Congo est là avec Espérance, qui pourra aussi partager. La Tunisie est là avec Imen. C'est des pays où nous avons accompagné des processus, en plus du Sénégal. D'abord, pour dire que si nous parlons de développement durable, nous sommes interpellés, et ça, depuis le système des Nations Unies, 3 piliers essentiels, qui étaient les piliers sur lesquels on disait que le développement durable doit s'appuyer sur ça. C'est les dimensions économiques, c'est les dimensions sociales, les dimensions environnementales. Mais de plus en plus, en fonction des avancées et surtout en fonction des limites que nous observons sur les approches de durabilité, la dimension institutionnelle, la dimension de la gouvernance apparaît comme étant un des piliers centraux des approches de développement durable. Et quand on dit gouvernance et surtout développement durable, en insistant sur la gouvernance, nous sommes interpellés surtout sur la gouvernance participative. C'est ce qui est l'objet de la discussion d'aujourd'hui. Comment faire en sorte que les citoyens se reconnaissent dans les institutions? Puisque ce qu'on observe un peu partout dans les pays, c'est que le citoyen est là, mais son lien vis-à-vis de l'institution n'est pas fort. Son lien vis-à-vis de l'institution n'est pas marqué. Son lien vis-à-vis de l'institution est souvent marqué par la défiance, sinon la méfiance par rapport à ces institutions-là. Donc, le rôle et les approches que nous mettons en œuvre à travers les approches de budget participatif, c'est comment resserrer les liens entre le citoyen et son institution, de sorte qu'il puisse se sentir dans l'institution et qu'il puisse se reconnaître dans l'institution. Donc, les enseignements, je l'ai dit. Et donc, à travers la présentation, je vais m'efforcer à passer en revue les enseignements autour des 7 leviers sur lesquels les approches doivent être bâties. Et 7 leviers que nous avons observés un peu partout dans les pays où nous avons accompagné les processus et qui peuvent être des forces pour articuler les sociétés par rapport au développement durable. Premier des leviers qui me paraît essentiel, et je pense que La Paz a beaucoup insisté là-dessus, c'est comment devons-nous faire pour porter la voix des citoyens depuis les quartiers dans les institutions publiques. Je l'ai dit tantôt, nos citoyens ne se reconnaissant pas dans les institutions, nos approches doivent travailler à faire en sorte que les citoyens, partout où il est, quelle que soit la préoccupation qu'il a sur la ville, puisque quand on est citoyen d'une ville, on a des droits dans cette ville-là. On a droit à l'éducation, on a droit à la santé, on a droit à la mobilité, on a droit à l'alimentation, etc., etc. Donc, comment trouver le citoyen là où il est, dans son quartier, et écouter sa préoccupation et que cette préoccupation puisse être impactée et portée au sein des institutions. Ça, c'est le premier des leviers qui nous paraît essentiel. Et ce levier, si on doit travailler là-dessus, c'est de faire des approches qui puissent
faire participer le citoyen à toutes les étapes du processus décisionnel, depuis le diagnostic de la question. Quelles sont les difficultés que nous rencontrons dans nos territoires? Parmi ces difficultés, quelles sont les priorités qu'on peut retenir? Des priorités, comment on peut les mettre en œuvre, comment nous pouvons en faire un suivi et comment on peut en faire une évaluation participative. Donc, le citoyen doit être pris en charge et impliqué à toutes les étapes du processus décisionnel de sorte qu'il puisse se sentir dans ce processus qu'on est en train de mettre en œuvre en son nom. Si ce n'est pas fait, il est clair que le citoyen ne se sentira jamais dans les institutions et ça va continuer à avoir la méfiance et la défiance telles que nous le sentons dans plusieurs pays et dans plusieurs villes. Deuxième levier sur lequel je pense qu'il faut absolument insister, c'est comment transformer les institutions publiques en briques de verre. Il a beaucoup insisté là-dessus, mais en prenant la dimension de la corruption, insister aussi sur la dimension de la transparence et la dimension de la redevabilité, l'obligation de rendre compte. Transparence parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, nos institutions gérant l'argent public, donc l'argent en notre nom, cet argent doit permettre à faire des choses sur lesquelles nous nous reconnaissons. Et donc cet argent doit aussi être géré de manière transparente, de sorte que le citoyen puisse se sentir dans cette gestion-là. Et quand on dit transparence et quand on dit redevabilité, il y a, à mon avis, un aspect qui est important, c'est comment rendre compte des budgets que nous avons, comment rendre compte des budgets que les autorités locales gèrent et comment rendre compte aux citoyens pour qu'ils puissent savoir ce qui est fait à travers les ressources publiques. Et quand on dit rendre compte, il ne s'agit pas simplement, et c'est ce qu'on voit très souvent, d'affichage. Donc l'accès à l'information doit être aussi bien matériel, qu'il puisse avoir le document budgétaire, mais l'accès à l'information doit être aussi intellectuel. Donc non seulement il a le document, mais ce document doit être traduit en matière simple, de manière simple, pour qu'il puisse le comprendre. Et j'insiste aussi sur la nécessité pour les autorités de démystifier ce budget-là. Donc de le traduire de manière simple en un langage qui peut être compris par les citoyens, puisqu'il y a tellement de fantasmes autour des budgets. Troisième levier qui me paraît être essentiel, c'est la nécessité de renforcer la performance des villes dans l'offre de services aux communautés et l'efficience budgétaire, notamment dans la prise en charge de la demande sociale. Aujourd'hui, si on voit en Afrique, l'essentiel des budgets va vers le fonctionnement. Quand on dit le fonctionnement, c'est les salaires. Quand on dit le fonctionnement, c'est tout ce qui est lié au carburant, le fonctionnement des institutions. Mais ce n'est pas ça qui prend en charge la demande des citoyens. Les problèmes des citoyens sont pris en charge par le budget d'investissement. Et quand on regarde l'équilibre entre budget d'investissement et budget de fonctionnement, aujourd'hui, cet équilibre il est totalement en faveur du budget de fonctionnement. Donc, une bonne partie de nos budgets, aujourd'hui, est mis dans le fonctionnement de sorte que le citoyen, par rapport à ses demandes, par rapport à ses envies, par rapport à ses problèmes, il n'est pas pris en charge. L'enjeu aujourd'hui, c'est de renverser ce paradigme-là, c'est de renverser cet équilibre, de sorte qu'une plus grande partie des budgets soit réorientée vers ce qui peut permettre de prendre en charge les problèmes qu'ils ont, notamment la demande sociale. Quatrième levier, qui me paraît essentiel, au-delà de la participation dont on parle, c'est toute la dimension de l'inclusion. Dans nos villes aujourd'hui, il y a beaucoup de communautés qui sont exclues de la gestion de la ville. Il y a beaucoup de communautés qui ne se sentent pas dans nos villes. Il y a beaucoup de communautés qui sont vulnérables. C'est les jeunes, c'est les femmes, vous l'avez dit tantôt. Mais c'est aussi les groupes vulnérables, les handicapés. 2 minutes. Bon, il a parlé plus longtemps que moi, mais bon. 3. Bon, je négocie pour 4. Alors, donc, je vais y aller rapidement. Donc, la nécessité comme levier d'assurer une meilleure inclusion des groupes qui y sont, mais aussi des territoires qui y sont, une gestion équitable et une gestion égalitaire. Quand on dit inclusion, les approches inclusives, c'est des approches qui doivent être articulées autour de ces différents aspects-là. Cinquième dimension, cinquième levier, c'est comment devons-nous faire pour articuler les différentes échelles territoriales, notamment depuis le quartier, la ville, le département, la région ou le pays. Il est clair que si nous ne faisons pas cette articulation, beaucoup d'investissements, beaucoup de besoins qui vont aller dans ce qu'on va appeler le développement durable ne pourront pas être pris en charge. Je vais donner un exemple. Dans plusieurs villes,
les communautés vont dire nous avons besoin de réaliser des salles de classe. La salle de classe peut relever de la compétence de la municipalité. Mais l'affectation de l'enseignant qui va travailler dans cette salle de classe relève des politiques nationales. Donc, si nous n'articulons pas les initiatives locales avec les politiques publiques, il est clair qu'il y a un hiatus à ce niveau-là qui va se répercuter. Et c'est dans plusieurs domaines. C'est l'éducation, c'est la santé, c'est l'environnement et l'emploi. Sixième levier qu'on tire des enseignements, c'est de promouvoir une plus grande solidarité. Solidarité entre les groupes, solidarité entre les territoires. Ça se comprend facilement puisque quand vous allez dans des quartiers pour demander quels sont les besoins, chacun va parler d'abord par rapport à son besoin à lui. Comment passons-nous de ces besoins individuels à la négociation pour avoir des priorités collectives? C'est la dimension de la solidarité. Et enfin, le septième levier, au-delà de tout ça, si nous voulons nous acheminer vers des approches de développement durable, notamment articulées autour de la gouvernance, c'est d'insister sur le renforcement du leadership des élus et des institutions. Très souvent, si ce leadership n'est pas renforcé, les autorités locales qui sont à la tête des institutions, c'est eux qui vont être les freins au processus participatif. Et donc, très souvent dans les pays, dans les villes, chaque fois qu'on a des approches participatives qui vont faire cohabiter des autorités locales, mais aussi des personnalités, notamment des universitaires, des chercheurs, sur un même territoire, nous insistons sur le renforcement des capacités, notamment des autorités locales en termes de leadership, pour qu'ils puissent porter ces différents aspects-là. Et je vais terminer en partageant cette image-là. On ne peut pas construire une ville contre ses habitants. Je vous remercie. Gracias, Bachir. Disculpa el tiempo, pero tengo que ayudar. Es que se me olvidó decírselo al amigo de La Paz. El tiempo. Bien, vamos entonces ahora a invitar a nuestro querido amigo Baba Nadiash. Y le pasamos el micrófono, Jairo, por favor. C'est El Baba presidente Ndiaye. departamento de Kaolack, Sénégal. Bon, c'est Baba Ndiaye, je suis président du conseil départemental de Kaolack au Sénégal. Je suis président du réseau des collectivités territoriales pour le budget participatif également au niveau du Sénégal. Voilà donc René Bachir qui vient de faire une bonne communication sur le processus du budget participatif. Parler de la participation citoyenne dans nos différents pays dépendre des volontés politiques, mais également dépendre des constitutions, dépendre un peu des niveaux de décentralisation, des niveaux de transfert des compétences du niveau central vers le niveau local. Au niveau du Sénégal, nous avons une démocratie assez poussée, assez ancienne, parce que nos premières villes datent de 1886. Donc depuis 1886, nous avons connu les communes au niveau du Sénégal, donc c'est assez ancien, c'est bien avant l'indépendance de notre pays. Nous avons connu une décentralisation qui a connu plusieurs réformes. Des réformes en 1972 avec la communauté rurale, des réformes en 1996 avec l'élection de la région au niveau du Sénégal. Mais la réforme qui me paraît être importante aujourd'hui, la dernière réforme qu'on appelle acte 3 de la décentralisation au Sénégal. Cet acte intervenu en 2013 a introduit deux concepts extrêmement importants. Le premier, c'est le principe de la libre administration des collectivités territoriales. Le deuxième, c'est le principe de la participation citoyenne. Ces deux concepts qui sont nouveaux sont intervenus au niveau du Code général des collectivités locales au Sénégal en 2013. Et ainsi, la région devait disparaître, les départements sont érigés en collectivités territoriales, les missions économiques qu'avait la région ont dévolu au niveau des départements. Donc nous n'avons que deux ordres de collectivités locales, la commune et le département, et cela a été fait pour pouvoir avoir plus de cohérence. Nous avons la chance, dans le cadre du budget participatif et de la participation citoyenne, d'avoir une volonté politique qui inscrit la participation citoyenne au niveau d'une loi, le Code général des collectivités locales. Nous avons également la chance d'avoir une structure comme ENDA ECOPOP qui, en rapport avec le gouvernement, a pu initier un projet important appelé projet budget participatif. Ce projet devrait permettre, piloté par ENDA ECOPOP que dit Bachir Kanouté, mais également le programme national de développement local, qui est un programme du gouvernement central,
de pouvoir créer les conditions de l'expérimentation du budget participatif au niveau de nos différentes communes. C'est ainsi que des moyens ont été mis à disposition des différentes communes pour que l'expérimentation sous la supervision de ENDA et du PENDEL puisse être faite. C'est ainsi que 405 cultures locales ont bénéficié de subventions pour expérimenter ce processus. Effectivement, dans les communes, il y a de bonnes organisations qui ont été faites avec des conseils au niveau des quartiers. Donc, les populations, les associations ont été impliquées dans tout le processus. Au niveau du département également, nous avons pu faire la promotion de budgets participatifs thématiques. Cela veut dire quoi? Si au niveau de l'éducation, par exemple, qui fait partie des compétences qui sont transférées à la culture territoriale, nous voulons développer un projet de budget participatif. C'est l'ensemble des acteurs concernés. L'encadrement technique, l'inspection d'académie, les inspections départementaux, la communauté éducative, les proviseurs, les parents d'élèves qui sont organisés en association, mais également les groupements scolaires, ainsi que les élus et les associations qui interviennent dans l'encadrement des enfants sont impliqués dans le processus, donc depuis le choix qu'il faudra faire. Si nous devrons faire également un choix au niveau des communes, d'abord la consultation se fait depuis la base au niveau des quartiers et ça remonte vers le haut. Et dans ce domaine bien précis également, il y a dans le conseil municipal est ouverte à l'ensemble des acteurs qui évoluent dans le secteur bien déterminé et ceux qui font le choix. Et quand le choix est fait, dans la mise en œuvre du choix, l'ensemble des acteurs sont associés. Ils ont un poids de suivi, de contrôle régulièrement dans le processus, de la mise en œuvre jusqu'à la suivi, évaluation des différents programmes arrêtés de commun accord entre les acteurs de la société civile et également avec les élus au niveau local. C'est pour dire qu'en parlant de participation de la société civile pour le développement durable, il est important qu'on puisse comprendre que la société civile, nécessairement, on ne peut pas faire de budget participatif sans une société civile. Donc, en parlant de BP, nécessairement, la société civile est le premier acteur pour lequel il faudra lui donner sa place au niveau donc des choix qu'il faudra faire. Parlant de développement durable, nécessairement, il faudrait faire en sorte que les préoccupations des populations qui émanent d'elles puissent être prises en charge, sans pour autant, dans le cadre des différentes options définies par les Nations Unies, compromettre les ressources pour les générations futures. Donc, ces deux concepts doivent être mis en œuvre afin qu'il y ait un résultat, une solution aux préoccupations actuelles, mais également en préservant toutes les ressources pour les générations qui viennent. C'est dans ces conditions que nous avons travaillé au Sénégal et nous avons à la fin créé un réseau des communautés territoriales, les leaders au niveau local, parce que ce n'est pas tout le monde qui est acquis au budget participatif et à la participation citoyenne. Donc, nous qui croyons à cela, nous avons créé un réseau extrême composé de 80 communes et de 35 départements sur les 42 que compte le Sénégal pour pouvoir faire la promotion du développement local, la promotion de la participation citoyenne, l'implication des acteurs de développement dans tout le processus effectivement du BP. Voilà un peu ce que nous avons fait au Sénégal, mais nous avons bénéficié d'abord d'un cadre juridique important, d'une volonté politique réelle inscrite au niveau de la loi dans le cadre du Code général des collectivités locales, une volonté réelle de l'État qui, en rapport avec les organisations indépendantes telles qu'ECOPOC, a pu faire la promotion du BP sur 105 collectivités territoriales, mais également cette volonté entre les différents leaders qui croient à la participation citoyenne pour plus de transparence, plus d'efficacité, plus d'efficience dans la gestion des affaires publiques, de pouvoir nous constituer en réseau pour être beaucoup plus puissants, beaucoup plus forts et faire la promotion au niveau national. Voilà un peu les expériences que nous sommes en train de développer au Sénégal. Je vous remercie de votre attention. Muchas gracias, Baba. Bien, vamos a presentar entonces ahora a nuestro amigo que representa, Carlos Siegel, los 30 años del presupuesto participativo de Porto Alegre. Hoy se dice que más de 10.000 ciudades del mundo están